C'est parce que, au fond, je suis convaincu que l'on ne peut pas tout dire par le rationnel ou par l'imaginaire. La poésie, c'est ce qui permet précisément de répondre d'une manière imaginaire et surtout émotive à nos difficultés. Voilà. Parce que on ne peut pas dire à une femme qu'on l'aime en citant Descartes et Kant. Elle s'en fout. Il faut quelque chose qui rende compte de cette émotion. Et la poésie rend compte de ça. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur mon pays natal, sur les convulsions, sur le racisme, j'ai écrit un livre entier, non plusieurs, sur le racisme, ou sur la dépendance, qui est l'un de mes thèmes favoris maintenant, ou alors sur la décolonisation. Enfin bref, j'ai fait un certain nombre d'essais. Et puis j'ai fait également des romans. Mais il me manquait quelque chose, c'est l'expression par de l'émotion. Et là, je dois vous dire que je pense que d'une certaine manière, l'essence de la littérature, c'est la poésie. C'est-à-dire, quand nous racontons une histoire, et moi j'aime bien raconter des histoires, même des histoires drôles même, en fait il y a le squelette, et puis ensuite il y a que nous habillons d'un tas de choses. On invente des personnages, on invente des itinéraires, on invente des événements, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'émotion que nous sentons. Vous avez dit, c'est une œuvre intimiste, le Mirateur du ciel. C'est vrai, c'est essentiellement une œuvre intimiste, mais en même temps, la philosophie qui est dedans est intacte. Je crois que là-dessus, j'ai pas varié. Ce zigzag d'aller-retour en d'une part la nostalgie, les sentiments, l'émotif, ce que je vous dis au début, je vous dis ça au début, et les considérations de penseurs, de critiques, pour moi, les deux sont capitales. Quoi. Mais il ne s'agit pas de réconciliation, je ne crois pas, le mot n'est pas bon. Les auteurs de fiction et les poètes portent en eux un certain nombre de drames qui viennent de l'enfance, qui viennent de l'adolescence, qui viennent de... Ce sont des drames où ils puisent sans cesse. J'avais remarqué un jour dans une interview que la Tunisie était présente dans une dizaine de mes livres, ce qui est considérable quand même, mais je n'ai pas fait exprès. Hein. Alors, dans une dizaine de livres, quand j'ai besoin d'une comparaison, eh bien, spontanément, elle vient par rapport de cet terreau primitif. Et en réalité, j'avais rompu avec la Tunisie, enfin, je croyais avoir rompu. J'ai tout quitté. Il y a eu les camps de travail d'abord, puis ensuite il y a eu Paris, la Sorbonne, etc. Je croyais avoir rompu avec tout ça. J'ai rien rompu du tout. En fait, j'ai travaillé, quand j'ai travaillé en contradiction avec ce que j'étais, c'est encore une manière d'affirmer ce que j'étais. Vous savez, si vous faites l'inventaire des écrivains maghrébins, vous trouverez que plus de la moitié vivent à Paris ou en province. C'est pas par hasard. C'est pas parce qu'ils sont juifs, ni musulmans d'ailleurs. Parce que pour des raisons X, ils n'ont pas pu vivre là-bas. Donc, c'est pas une réconciliation, on le porte en soi. Comme Giono portait la Provence en lui. Pour en venir à votre question, c'est vrai que le Mirliton du ciel, c'est le livre qui nous occupe actuellement, est un inventaire, une espèce d'inventaire de tous les sentiments actuels. Ou actuels, ou en tout cas, ou nostalgiques. Ah, parlez-moi d'un kiff en fin de journée au bord de la Méditerranée, à Sidi Bou Saïd. Ça m'émeut, au point que nous avons essayé de refaire ça à Paris. On se réunit un soir, une fois par semaine, et chacun apporte des olives, de la moutarde, la marcoute. La marcoute, c'est une espèce de gâteau sucré, avec des œufs, de la cervelle, enfin des choses comme ça. C'est très bon, enfin, peu importe. Et donc, c'est ça le Mirliton du ciel. Ce livre, c'est le livre d'une nostalgie, mais une nostalgie qui est toujours vivante. C'est pas une nostalgie qui brusquement, à mon âge, j'aurais découvert l'univers de mon enfance. C'est pas vrai. La fidélité à un pays natal, émotionnel et ou imaginaire, pour moi, ne doit pas empêcher la critique. Pas la critique, mais l'examen critique, c'est pas la même chose d'ailleurs. Dans un livre qui s'appelait
le testament insolent, j'avais regretté que les intellectuels maghrébins et du monde arabe ne s'exprimaient pas là-dessus, ne dénonçaient pas ces régimes. Il y a eu silence à peu près total. Bon, moi ça me scandalisait. Je trouvais... Alors ils disaient oui, mais ils risquaient beaucoup. C'est vrai, j'ai pas de doute. On risque davantage à Tunis ou à Alger qu'à Paris. Mais enfin, c'est ça notre rôle, les penseurs ou les écrivains, c'est précisément de décrire ce qui se passe. Bon, évidemment, quand il y a eu les événements en question, il y a eu du délire. Mes amis, surtout à gauche d'ailleurs, ont commencé, vous savez, la révolution est arrivée, la révolution tunisienne, la révolution du monde arabe, le printemps arabe, tout ça. Actuellement, il y a une révolte indiscutable, importante, mais une révolte ne fait pas une révolution. La révolution, c'est quand les mœurs changent. Or, pour le moment, il n'y a pas de révolution. Je suppose qu'une jeune nation a besoin, au début, d'être homogène. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le monde arabo-musulman. Donc, et puis il y a la tradition, bien sûr, l'islam, la religion, tout ça. Alors, combinaison à la fois d'une tradition réactionnaire, vieille, qui a plusieurs siècles, etc. Et d'autre part, le fait que la plupart de ces jeunes nations ont besoin, pour un temps X, à mon avis, il faut bien une cinquantaine d'années, n'ont pas encore fait justement leur révolution. Il y a la révolte acquise, c'est bien, c'est formidable. Et encore, il peut y avoir des retours. Hein. Et les morts en Syrie, les morts en Égypte, tout ça, pour que ce n'est pas tout à fait définitif. Et la révolution, il faut mieux qu'on ne parle pas de révolution d'arabe et de printemps. Le printemps, c'est celui de l'été. Où est l'été là-dedans?